Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière partie de la capsule Avantage d'un bail commercial avec Maître Rudy Amselem, avocat à Nice, mais qui intervient évidemment partout en France. Sur les spécialisations notamment du droit immobilier. On a vu pas mal de points, on a vu 8 premiers points qui, on va dire, d'avantages sur le bail commercial. Donc on a vu un rendement supérieur, moins de risques d'impayés, moins de risques de ne pas récupérer, on va dire, son dû en cas d'impayé, plus de stabilité et de continuité aussi. Gestion locative facilitée, une concurrence moindre sur le marché, du fait qu'il y ait beaucoup moins de monde que sur l'habitation en tout cas, et que les acteurs sont peut-être plus gros. Donc du coup, ça laisse aussi plus de place sur par exemple, les petits montants d'investissement. Toutes les charges peuvent être refacturées aux locataires, donc ça améliore fortement le rendement net, puisque toutes les charges d'exploitation, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler charges d'exploitation, du coup peuvent être refacturées. Pas d'encadrement des loyers, une expulsion facilitée en cas de problématique aussi, notamment d'impayés. Voilà, et aujourd'hui on va voir les 4 derniers points, mais également un point bonus que je trouve très intéressant, et puis aussi un autre point qu'on avait pas forcément traité d'ailleurs, et qui est un point qui me semble assez essentiel et qui nous est venu sur la fin. Voilà, donc je vous laisse avec cette troisième et dernière partie de la capsule et je vous souhaite une excellente écoute. J'ai mis en point 9 la potentialité de toucher un pas de porte. Alors ça se fait de moins en moins. Ouais, c'est vrai. De moins en moins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de locaux qui sont vides. Donc effectivement, il y a moins ce besoin de payer pour rentrer. Mais si vous avez un emplacement premier, vraiment, ce qu'ils appellent les emplacements numéro un, vous avez, je prends un exemple, vous êtes sur une artère principale, il existe encore ce pas de porte. Qu'est-ce que c'est le pas de porte? Tout simplement un droit d'entrée qui permet à la personne de payer tout simplement en disant voilà, je rentre moyennant 10, 15, 20, 30 000 euros. Alors qui facture à qui? Le bailleur au locataire. En fait, c'est un droit d'entrée. Tout simplement juste pour rentrer, l'équivalent d'une prime à la signature. Pour m'installer dans les locaux, je vous donne telle somme. Le bailleur peut facturer un pas de porte au locataire qui rentre. Mais si le locataire qui rentre récupère un bail en cours, le précédent locataire peut aussi lui facturer lui-même un droit au bail. Alors, c'est différent, attention. Le pas de porte, c'est vraiment, vous avez un local qui est vide. On a un local, il est vide. Personne rentre dedans. En fait, c'est l'équivalent d'un droit d'entrée, tout simplement. C'est fait pour passer le pas de la porte, en réalité. L'image, elle est là, le pas de porte. Donc, c'est pour rentrer dans les locaux. Donc, ça, c'est un droit d'entrée, tout simple. Mais vous ne le faites pas en habitation. Donc, il y a quand même, si vous avez un très bel emplacement, une possibilité de le faire. Je mets un petit bémol, ça se fait de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de locaux, même en plein centre, avec écrit location pure. Ça veut dire, en gros, vous rentrez, vous payez. Bon, ça se fait de plus en plus, de moins en moins, pas de porte, mais ça existe encore et ça permet d'avoir un avantage sur l'immobilier commercial. Je reviens parce que justement, tu as posé une question qui est très juste. Le locataire qui cède son droit au bail, c'est justement ce droit d'entrée. Il lui donne le droit d'avoir le bail. C'est tout simplement le droit au bail. Donc, en réalité, le fonds de commerce, il lui cède son activité. Il y a la clientèle dedans, il y a le nom, parfois il y a on peut garder la devanture, on peut garder. Récemment, j'ai fait une session de fonds de commerce. Bon, par exemple, on transfère aussi, parce que maintenant ça existe, les comptes Instagram, le compte Facebook, on transfère. C'est des actifs. Tout ce qui est immatériel. Exactement. Donc il y a des brevets, il peut y avoir. Propriété intellectuelle. Exactement. Là, il y avait un concept, donc on transférait aussi le brevet. Il y a pas mal de choses qu'on peut transférer dans un fonds de commerce. Le bail avec, et aussi toute une structure qui va être matériel, immatériel. Il peut y avoir du stock, il peut y avoir des meubles, il peut y avoir, pareil, je dis n'importe quoi, c'est un espace de restauration. Bon, on cède des frigos, des cuisines, des fours, parce que ça coûte très cher des fours professionnels, pas le petit four qu'on achète sur Internet, mais voilà, donc du matériel de professionnel. On peut le céder dans le cadre d'une session de fonds de commerce. Droit au bail, c'est vraiment le bail. Le bail, je te transfère un droit d'entrée, entre guillemets. En fait, tu me payes un droit pour récupérer mon bail. Ça se valorise comment ça en général? Offre et demande. Tout simplement, voir comment ça s'est vendu à côté, l'état du marché actuel, est-ce que ce local il est très intéressant, si la personne est vendeuse ou pas. Mine de rien, si on est très pressé de vendre, on accepte de vendre très peu cher. Si on n'est pas pressé, à l'inverse, on peut se permettre de demander plus. Honnêtement, l'offre et la demande, l'idée c'est de se regarder ce qui s'est fait à côté. Très souvent, moi je vois des expertises,
C'est pas l'avocat qui fait ça, il y a des experts. Moi, je travaille avec des experts qui sont indépendants, enfin, agréés auprès des cours d'appel, mais que je prends pour mes clients. On en parlera après de la procédure de renouvellement ou de révision. On prend des experts et qui valorisent, qui vont regarder auprès des tribunaux tout ce qui s'est fait dans les zones similaires, qui vont interroger les commerçants autour, qui ont accès à des bases de données de cessions, de transactions, etc. Et qui permettent après, c'est toujours au doigt mouillé, il y a plusieurs interprétations. Les mauvaises langues diront que l'expert, en fait, il va vers celui qui le paye, parce que, évidemment, l'expert qui va peut-être pour le cédant, il va dire ça vaut 100 000, l'autre, il va dire ça vaut 50 000. C'est véridique, hein. Pourtant, c'est deux bons experts qui sont reconnus. Voilà, donc ça reste toujours au doigt mouillé, hein. C'est l'offre et la demande, tout simplement. Le bailleur, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Est-ce qu'il a son mot à dire? Parce que lui, il va hériter d'un locataire qu'il a pas choisi. C'est exactement ce que je te disais. Tu peux déjà complètement interdire la cession de droit au bail. Ouais, voilà. Donc, tu peux l'interdire. Donc déjà, quand ton avocat ou ton notaire il t'aide à rédiger ton bail, parce que je conseille vraiment de ne pas le faire tout seul, c'est important. Parce qu'en réalité, j'ai toujours le bail d'habitation, il y en a plein sur Internet. Moi, je suis honnête. Enfin, faites un peu attention. Mais de toute manière, tout est dans la loi de 89 qui est une loi d'ordre public. Donc, honnêtement, le bail, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pas très intéressant de se faire aider pour un bail d'habitation. Pour un bail commercial, je maintiens, tout est dans la règle des parties. Énormément de règles ne sont pas d'ordre public. C'est-à-dire que les parties peuvent déroger à ces règles. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut, sous certaines conditions. Faites-vous aider d'un professionnel parce qu'un bail bien rédigé, c'est des milliers et des milliers d'euros qui peuvent être économisés. Beaucoup, encore aujourd'hui, le client dit non, vos honoraires ne me conviennent pas, c'est trop cher. Peu importe. Je lui dis ne faites pas l'économie, même en tout cas vous ne prenez pas, prenez quelqu'un d'autre, et ne faites pas l'économie d'un professionnel parce que vous allez perdre beaucoup d'argent si c'est mal rédigé. La clause d'indexation automatique, là, le client qui m'a sollicité, il ne m'a pas choisi. Heureusement, enfin pour le bail, quand il a rédigé le bail, heureusement que quand il l'a rédigé, le conseil qui lui a rédigé l'a bien travaillé, lui a mis la clause d'indexation automatique. Aujourd'hui, on peut récupérer beaucoup d'argent. S'il avait fait lui-même, il n'aurait peut-être pas pensé, il n'aurait peut-être pas connu ces points-là. Sur les charges, c'est pareil. Si on ne met pas toutes les charges à la charge du locataire, c'est pour le bailleur. Et donc, par exemple, la fuite, si c'est mal indiqué, ça peut être à la charge du bailleur. C'est un sujet. Donc, il faut faire attention. Et parfois, payer un bail, c'est une fois. Et si votre bail vous dure 9, 18, 27 ans, vous les lissez, ça ne va pas revenir très très cher. Enfin bref, je ne défends pas mon beefsteak, un petit peu quand même, mais l'idée, c'est vraiment faites-vous accompagner. Je reviens au droit au bail. Est-ce que tu me dis comment tu t'y opposes? Parce que tu peux te retrouver avec un locataire que tu n'as pas choisi. Très juste. Le droit au bail, on peut, en tout cas en accord avec son bailleur, avec son client bailleur, je dis voilà, est-ce que ça vous dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il puisse céder ou pas? Moi, j'ai des clients qui me disent non, moi, ça ne me dérange pas, je vois pas le problème. Pas de problème. Ok. Maintenant, s'il me dit, moi je m'y oppose, on l'interdit et c'est réglé. La seule chose qu'on ne peut pas interdire, c'est la cession du fonds de commerce. Pourquoi on ne peut pas interdire? Parce que c'est quand même la propriété du locataire et qu'évidemment, on ne peut pas limiter la propriété de quelqu'un et donc le fait de céder une valeur, un actif qu'il peut avoir qui est représenté par le fonds de commerce. Donc la chose qu'on peut faire pour se protéger au maximum, c'est de faire concourir à l'acte le bailleur qui peut donner son accord ou non. Alors, on ne peut pas l'interdire, mais on peut s'y opposer pour des raisons valables. Exemple, la personne est un escroc notoire, il a été condamné par exemple pour interdiction d'exercer, ou on peut trouver diverses raisons. En tout cas, on peut s'y opposer. Il faut le justifier, mais on peut s'y opposer. Et on concourt à l'acte. Donc, on vient à l'acte, on vient par exemple chez le notaire ou chez l'avocat pour signer la cession de fonds de commerce. On participe à l'acte, on rencontre le locataire. Et en plus, on a pendant 3 ans une garantie que l'ancien, et il faut le prévoir aussi, que l'ancien locataire est garant des loyers pendant 3 ans. Donc en fait, on n'a pas choisi son nouveau locataire, mais mine de rien, l'ancien qu'on a choisi, il est encore garant 3 ans. Pourquoi 3 ans? Tout simplement parce que comme tous les 3 ans, on peut donner un congé à son locataire, 3, 6, 9, c'est l'idée, alors évidemment moyennant en finance, hein, mais on peut, c'est pour ça que c'est 3 ans. Donc voilà. Est-ce que dans ces raisons valables, on peut mettre par exemple le type de commerce qui serait exploité par le nouveau locataire? Alors de toute façon, on peut interdire ce qu'on appelle la spécialisation. Si on met une clause tout commerce, ça se paye. C'est-à-dire la clause tout commerce, on fait ce qu'on veut dedans, il faut payer beaucoup plus cher. Ça se paye par le pas de porte, généralement à l'entrée, ou par un loyer beaucoup plus cher. Donc ça se paye. Sinon, on met une clause, par exemple, prêt-à-porter. Donc, si je me dis que je fais du prêt-à-porter, je suis certain que je n'aurai pas un fast-food dedans. Comme je concours à l'acte, effectivement, je peux m'opposer, puisque j'ai marqué dans mon bail que j'avais un droit de regard sur qui rentre ou qui sort et que je peux m'opposer pour des raisons valables. La raison valable, c'est que j'ai une spécialisation de mon bail prêt-à-porter. Il ne peut pas faire un kebab dedans, par exemple. Il ne peut pas me faire un restaurant avec des odeurs. Je ne sais pas, moi, il fait des fritures. Je n'ai pas envie, donc je peux m'y opposer. Parce que dans mon bail, mais je l'ai prévu en amont, c'est là où c'est important, bien prévoir en amont. J'ai prévu en amont de m'opposer si, pour des raisons valables, la raison valable, c'est une déspécialisation. Je n'autorise pas la déspécialisation.
il ne peut pas faire son activité, il n'y a pas de cession. Donc j'ai quand même un droit de regard sur qui rentre, qui sort. Si maintenant il cède son fonds de commerce, c'est la même activité qui va être exercée, j'ai moins le droit de regard. Je peux m'opposer, comme j'ai dit, pour des raisons valables. Je ne sais pas, moi, une personne qui est un escroc notoire, qui a été condamné, etc. Ou parce que il a divers impayés, que sa société est en faillite, je peux m'opposer en disant regardez la société, etc. Mais il faut arriver à en justifier, c'est quand même assez délicat, je le conçois. Mais vous avez quand même votre ancien locataire qui est garant encore 3 ans, que vous avez choisi, reste garant. Donc lui-même, il va pas mettre n'importe qui parce qu'il veut pas mettre quelqu'un qui paye pas. J'ai une petite anecdote personnelle qui est toujours dans les mains des tribunaux aujourd'hui, de conclusion des avocats. En fait, grosso modo, je suis propriétaire dans un immeuble en plein centre-ville de Toulouse. C'est une copropriété, c'est un immeuble qui est inscrit au monument historique, donc tu vois, un bel immeuble patrimonial. Et en fait, en rez-de-chaussée, tu as des caves voûtées en briques foraines, comme on trouve à Toulouse, un truc sympa. Et en fait, il y a une mise à jour du règlement de copropriété, si tu veux, qui interdit en fait toute activité dans le local commercial, qui avant était un magasin de prêt-à-porter, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée quand on en a parlé, qui avant du coup était un magasin de prêt-à-porter, qui après est devenu un restaurant, et qui aujourd'hui, si tu veux, est grosso modo une activité qui s'appelle le Chupitos, donc ça veut dire son nom, Chupitos, c'est un bar à shooter, et qui du coup ne vend pas absolument pas de trucs à bouffer, mais surtout à boire. Tu vois, avec un videur devant pour laisser rentrer. Bon, t'as jamais vu un videur devant un restaurant à part à Saint-Tropez, quoi. Tu vois, enfin, c'est assez rare d'avoir des videurs dans un truc de restauration. Donc du coup, c'est clairement, si tu veux, nous on en fait constater que c'était clairement un bar à shooter. Hein. Ils faisaient des happy hours, des machins, etc. Et que c'était vraiment une activité nocturne, parce qu'ils ferment à 2 h du matin. Il n'y a pas de restaurant qui ferme à 2 h, hein, ça n'existe pas. Et si tu veux, ils faisaient quelques frites, quoi, de temps en temps, tu vois. Mais bon, avec je te passe les niveaux d'extraction et de normes d'hygiène. Hein. L'extraction, si tu veux, normalement c'est 1 mètre au-dessus de la toiture. Là, c'est plutôt 20 mètres en dessous de la toiture, si tu veux. Donc c'est vraiment dans la cour. Et en plus, si tu veux, ça crée beaucoup de nuisances parce qu'il y a un videur, il y a des mecs qui sortent bourrés, qui gerbent dans la cour, machin. Nous, on a un Airbnb, t'as compris, quoi. On se prend des douilles parce que ça craint, en fait. Tout est tagué dans l'immeuble, inscrit au monument historique. Ça fait chier. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on est en procédure. Et en fait, là, qui est responsable de ça? Est-ce que c'est le bailleur, du coup, qui lui autorise son locataire? Enfin, j'ai l'impression que oui, hein, parce que c'est ce qui arrive, mais est-ce que c'est au bailleur, du coup, de faire stopper cette activité, ou est-ce que la copropriété peut avoir un droit La là-dessus? copropriété peut avoir un droit, mais la copropriété d'abord doit demander au bailleur de prendre ses dispositions pour éviter la gêne à la copro. Et ensuite, après, il y a toute une procédure. Même un copropriétaire peut faire bouger la syndic en fait, qui représente la copropriété pour assigner. On peut demander l'expulsion, justement, par exemple, pour des nuisances, notamment parce que dans le règlement de copro, j'imagine de l'immeuble, il doit y avoir en plus, si c'est un immeuble historique en plein centre, clause d'habitation bourgeoise, et que le commerce, même s'il y a une autorisation de commerce sur le local commercial en bas, évidemment qu'il y a une autorisation de commerce, mais il doit y avoir écrit qu'il ne doit pas y avoir de nuisance, de fumée, d'odeur. Généralement, c'est les termes qui reviennent dans le règlement de copro. Je peux te lire l'extrait du modificatif du règlement de copro, tu vois, quand on rentre un peu plus dans les détails. C'est bien marqué que la clause initiale, donc c'est la rédaction qui tend à modifier cette clause, et il est ici précisé que l'eau numéro 1 à usage de réserve pourra dans l'avenir faire l'objet de tout travaux d'aménagement en vue de le transformer en un local commercial tel que discothèque, bar, restaurant, etc. Ouais. Et donc la nouvelle rédaction, hein, qui est l'essence même de la modification, dit est ici précisé que le lot numéro 1 à usage de réserve pourra dans l'avenir faire l'objet de tout travaux d'aménagement en vue de le transformer en un local commercial à destination exclusive de restaurants. Voilà. Donc on est d'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut exercer même plus un truc de prêt-à-porter, mais que de la restauration. C'est ça, exclusif de restaurant. Voilà. Et restaurant, c'est particulier. J'ai pas la jurisprudence en tête, mais de mémoire, c'est par exemple une extraction, une cuisine, c'est servir un plat à table. Parce que justement, il y a un débat, est-ce que manger un sandwich, la restauration, parce que la spécialisation, c'est un sujet à part entière. Si ton chiffre d'affaires, c'est 90% de l'alcool. Mais surtout, il faut regarder. Parce que déjà, même par exemple, pour l'octroi des licences, c'est pas pareil. Est-ce qu'on mange, est-ce qu'on sert que du vin, du cidre ou de la bière, ou est-ce qu'on sert des alcools forts? Alors, en l'occurrence, ça a l'air d'être des alcools forts. Donc, il faut une licence particulière. Et après, déjà, est-ce qu'ils l'ont? Ça, c'est pas sûr. Donc, restaurant, c'est pas alcool à gogo. Il peut avoir une licence 4, mais ça va être on mange en même temps, par exemple. Mais c'est pas juste des frites, ça sera certainement un repas à table. Il faut voir comment la jurisprudence. Il y a énormément de jurisprudence là, évidemment. Comme ça, c'est difficile d'en parler. De ce que tu me dis, ça semble pas être le cas, mais difficile de te donner un avis tranché. Pour moi, en tout cas, il crée des nuisances. Il n'a pas le droit, s'il a une activité de restauration autorisée, c'est pas de la restauration, on sort du cadre de restauration puisqu'il ne mange pas, qu'il consomme de l'alcool. Ou alors, il faudrait qu'ils boivent en même temps à table, enfin en même temps qu'ils sont à table. À la limite, ça, ce serait un sujet parce que comment tu doses? Est-ce qu'il a bu 2, 3, 4, 5 shooters, mais tant qu'il mange, bon, effectivement, après tout, au restaurant, on peut boire 4, 5 verres de vin. Ouais, enfin, je connais pas trop de resto qui fait quand même 90% de son chiffre de l'alcool. Hein. Je sais bien. Déjà, il faut arriver à le démontrer qu'il fait 90% du chiffre de l'alcool.
c'est pas évident. Mais en limite, c'est même pas tant le sujet. Le sujet, c'est il a une activité de restaurant. La restauration, c'est tel et tel critère que la jurisprudence a retenu. Parce qu'il y a des sujets là-dessus, c'est sûr. Je l'ai déjà vu passer, je ne l'ai pas en tête comme ça, mais je les ai déjà vus passer. Donc je sais, quand j'ai travaillé sur l'activité de destination des locaux, parce que j'ai eu d'autres sujets qui n'étaient pas sur de la restauration, mais qui étaient sur la destination, dans lesquels j'ai vu passer la restauration. On en rediscutera même en privé, il n'y a pas de souci, je jetterai un coup d'œil. En tout cas, il y a une jurisprudence sur qu'est-ce que la restauration. J'imagine de mémoire, c'est être installé à table, manger avec des couverts, une fourchette, un couteau, une assiette, etc. Et la consommation d'alcool peut être autorisée ou non en fonction de la licence 4, ce que j'expliquais. Mais il n'y a pas de difficulté, mais il faut manger. C'est ça. Et puis je crois qu'il faut une extraction aussi pour restauration. Si tu me dis qu'en plus ils en ont pas, Si, elle y est, mais elle est clairement pas aux normes, quoi. bon, alors ça c'est encore autre chose. Mais il vous cause des nuisances. Vous pouvez très bien vous retourner contre le bailleur, qui lui après se retournera contre son locataire en fonction de comment est rédigé le bail. En tout cas, il y a énormément de moyens. Le seul problème, c'est qu'on en revient à ce que tu me dis, bah, on en est à 2 ans de procédure. Ouais, on en a 2 ans et franchement, j'en vois pas le bout. Ouais, et pendant ce temps-là, il continue à exploiter. Et nous, on se fait démonter sur les Airbnb parce que bah, voilà, ça craint, quoi. Je sais bien. Encore une fois, on en revient au sujet que je reprends tout le temps, mais que tout le monde connaît, et qui est la lenteur de la justice. Bon, désolé pour la sortie de route. En tout cas, il y a des recours, il y a des moyens. Il me semble que ton dossier est pertinent et que tu auras gain de cause, mais enfin, ça risque de durer longtemps. Et ça va mettre beaucoup d'argent aussi sur la table. Ça, il faut aussi y penser. C'est des sujets qui traînent. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la copro, mais ça reste toi au final, hein. C'est ça. Et en plus, pendant ce temps, bah, tu es double en perdant parce que certes, la copro attend des frais de justice, mais toi, tu le loues moins bien. Donc en plus, tu perds sur les deux tableaux. Et tu peux pas demander vraiment de dommages parce qu'en fait, de préjudice, parce que c'est très compliqué de justifier le préjudice, tu vois, de perte Alors, de chiffre. si tu peux le justifier en disant, bah voilà, moi, avant qu'il soit là, j'ai loué 300 jours dans l'année sur 365. Depuis qu'il est là, je loue 200. Et en plus, avant, je louais à 100 balles la nuit. Maintenant, je loue 80, 90 parce que regardez tous les commentaires que j'ai. Parce que tu peux mettre des captures d'écran de tes commentaires. Et pour le coup, j'imagine que les commentaires, ils sont négatifs. On l'a fait, on a fait des témoignages et tout, mais le truc, c'est qu'il était déjà là, moi, quand je me suis installé, tu vois. Il était déjà là. Ça, c'est plus compliqué. Mais ça s'est empiré. Écoute, après, tu verras bien, mais difficile. Surtout qu'en France, il n'y a pas de dommages et intérêts punitifs. C'est ça, c'est une vraie difficulté. Qu'aux États-Unis, on glisse sur une frite, on attaque McDo, on prend 300 000 dollars, c'est génial. Et on attaque pour tout et rien. L'exemple toujours connu de la personne qui s'est pendue et qui n'a pas réussi à se pendre parce que la corde a cassé, il a attaqué le fabricant de cordes et il a gagné. Non, mais c'est très américain. En France, on répare le dommage, rien que le dommage. Et il est difficile parce que voilà, comment tu quantifies ton dommage? Pas évident. Et donc, quelque part, tu te retrouves avec des dommages qui sont certains et qui sont difficilement justifiables et par conséquent difficilement indemnisables. Ouais, c'est juste. Donc, il y a un vrai problème. Bon, point 10 du coup, désolé. Alors, point 10, on revient, mais en fait c'est génial parce qu'on se fait la transition, on dirait que c'était fait exprès. J'ai noté la valorisation financière d'une déspécialisation. Tu vois, on en a déjà longuement parlé. Quand je fais mon bail, quand j'ai personne, on reprend le cas d'un local qui est vide. Local vide, j'ai mon locataire qui rentre, il me dit voilà, moi je veux faire une boulangerie, il y a les extractions et tout ce qu'il faut, il y a la place. Pas de problème, faites une boulangerie. Moi je mets dans mon bail destination exclusive d'activité de boulangerie. Point barre. S'il cède son droit au bail, comme on a vu, est-ce qu'il peut céder, pas céder, cède son droit au bail à une boulangerie, ok, très bien. S'il cède son fonds de commerce à une boulangerie, ok, très bien. Après, il y a les nuances qu'on a pu voir précédemment. Mais si maintenant il cède, mais que j'ai une entreprise qui veut faire, moi, alors on va prendre un truc bien, bien différent, je sais pas, un magasin de sport. Hein, j'ai Decathlon qui vient, c'est une grande boulangerie, il y avait de la place. J'ai Decathlon qui veut s'installer. Est-ce qu'il peut ou pas? La réalité, c'est que non. Parce qu'on a dit il y a une spécialisation du bail qui est tournée exclusivement à l'usage d'une boulangerie, pâtisserie, on peut élargir, mais voilà, grosso modo, boulangerie, pâtisserie, qui peut pas. Pour obtenir le droit de faire une nouvelle activité, il faut demander une déspécialisation partielle du bail ou totale, en l'occurrence totale, puisque là, on est complètement dans une activité différente. La partielle, ça aurait été par exemple le boulanger qui veut faire, par exemple, un peu de, je sais pas, activité de chocolaterie, parce qu'il peut faire des chocolats aussi lui-même. Bon, ça va être une déspécialisation, mais partielle. C'est-à-dire, il garde l'activité ou elle change, mais à la marge. C'est quand même quasiment des activités similaires. Où il fait sandwicherie, encore qu'il faudrait vérifier si sandwicherie, ça rentre pas dans boulangerie. Mais voilà, en tout cas, une activité qui reste connexe. L'activité de magasin de sport n'a plus rien à voir. Donc, c'est une activité, c'est une déspécialisation, ce qu'on appelle totale, plus partielle. Déspécialisation totale qui entraîne le règlement d'une indemnité de déspécialisation. Encore une fois, comment la fixe-t-on? Tout simplement, l'offre et la demande. Encore une fois, s'il est très intéressé parce que votre local il est en placement numéro 1, etc., et qu'il veut faire un nouveau magasin qui est exceptionnel, vous savez que vous avez les coups des franches pour pouvoir solliciter une indemnisation costaud. Si à l'inverse, bon, il veut votre local, mais il y en a 15 qui sont vides à côté, vous négocierez pas grand-chose d'indemnité de déspécialisation, et encore, bien merci que vous avez un locataire.
On en revient au même point, l'offre et la demande. Il faut savoir qu'en commercial, ça porte bien son nom, hein, c'est du commerce, donc le marché se régule très, très souvent par lui-même, avec ses avantages et ses inconvénients, là n'est pas le sujet, mais l'idée est vraiment que ce qu'on vous propose, que vous pouvez demander, hein, c'est toujours ça. Donc voilà comment on la fixe, cette indemnité de déspécialisation. En tout cas, encore une fois, vous avez peut-être le pas de porte, vous avez peut-être la déspécialisation, des rentrées d'argent qui peuvent, ne sont pas toujours évidentes, mais qui peuvent vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Et en cela, il est quand même très intéressant d'avoir un bail commercial, que de toute façon, dans le bail d'habitation, vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui vous dit « Ah ben moi, j'étais en meublé, maintenant je veux faire du nu », ou l'inverse, c'est nu, maintenant je veux faire du meublé, je veux une déspécialisation, ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, il n'y a pas d'équivalent en réalité avec l'immobilier d'habitation sur ces points-là. Et il n'y a pas d'équivalent, mais en tout cas, ça existe en commercial, ça n'existe pas en habitation. Et c'est un point qui est très important. Intéressant. On est sur un top 10. Alors, normalement, généralement, on aime bien faire un top 10. Moi, j'aime bien faire un top 10. Je trouve que ça claque, ça fait toujours un top 10. Parce que top 11 ou 12, c'est pas très beau. Mais j'ai eu du mal à m'arrêter, même à 12. Hein. Je me suis arrêté à 12 parce qu'il fallait quand même un minimum stopper. Mais on aurait pu monter encore plus. J'en ai fait encore 2. Là, c'est la cerise sur le gâteau, le bonus. Et là, pour le coup, c'est un peu plus complexe. On va rentrer dans le un peu plus technique. L'autre, c'était plutôt des considérations générales. Voilà, ça existe, vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire. Entourez-vous d'un professionnel. Pour le coup, le professionnel est obligatoire parce qu'il y a une représentation obligatoire de l'avocat dans le cadre de ces 2 procédures-là. Donc, vous ne pouvez pas le faire sans avocat. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment technique. Le reste, vous pouviez le faire sans avocat, même si je ne vous le conseille pas. Mais là, vous êtes obligé. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la révision et le renouvellement. On va commencer par la révision. Alors, il faut bien faire attention déjà parce que les 2 termes, souvent, les gens ils disent « Ah, j'ai fait la révision, j'ai fait le renouvellement ». Un petit peu comme ça à l'emporte-pièce. C'est pas les mêmes termes, ça définit des sujets qui sont différents. Sur la révision, je vais pas faire un cours de révision du loyer parce que sinon on va passer 1 heure ou 2 heures et même encore comme ça, c'est pas toujours évident à comprendre. L'idée est très simple. On est en cours de bail. Le bail n'a pas été révisé ou renouvelé depuis moins de 3 ans. On est au-dessus des 3 ans, ce qui est généralement le cas. Vous avez mis votre locataire, il s'est passé 3 ans. Sauf que entre-temps, donc vous avez mis votre locataire en janvier 2016. Arrive février 2019. On a passé plus de 3 ans. Je pense pas aux problématiques Covid, c'est 2020, j'ai pris volontairement plus loin. On enlève le Covid qui est une zone vraiment exceptionnelle, une parenthèse particulière. Encore que pendant le Covid, les loyers étaient durs, hein, donc il n'y a pas eu finalement de sujet, mais on enlève le Covid. Février 2019, donc ça fait 3 ans, l'activité est au beau fixe, les taux sont bas, tout va bien, tout marche plutôt correctement. Depuis, la mairie, en plus, il y avait un tramway qui était en construction, il sort l'arrêt de tramway juste devant. J'ai énormément de passages. J'ai McDonald's, H&M, Zara, je sais pas, Starbucks qui se sont montés dans la rue elle a flambé. J'étais dans un quartier sans prétention, classe populaire, puis maintenant j'ai énormément de boutiques un peu bio, commerce équitable, des petits cafés un peu avec des petits magasins pour chineurs, des boutiques de fripe, etc. Quartier un petit peu à la mode. De suite, il y a une valorisation qui prend. Il y a des rues dans Nice comme ça, je parle de Nice parce que c'est celui que je connais le mieux, mais des rues dans Nice où c'était des quartiers où honnêtement vous aviez des locaux très facilement. Puis d'un coup, 2-3 restos un peu branchés, un barguet, un café des chineurs, etc. Un truc un peu sympa, un petit magasin d'art, et la rue, elle explose. Vraiment, elle explose. Et donc, vous pouvez dire en tant que bailleur, bon, bah, je vais pas attendre la fin du bail au bout des 9 ans pour lui renouveler avec un loyer bien plus haut. Là, maintenant, je vois à côté, il loue 3 000 euros par mois, alors que moi, je loue 1 000. Et qu'avant, il louait 1 000. Pilote à côté, il loue à 3 200, pilote 3 500. Ça flambe. Et toutes les grandes enseignes viennent, ou alors en tout cas des enseignes qui amènent du monde, qui dynamisent le quartier, etc. Donc, je fais ce qu'on appelle une procédure de révision. La procédure de révision, elle porte son nom, ça permet de réviser en cours de bail un loyer qui finalement n'est plus adapté aux réalités économiques. Tout à l'heure, on avait parlé du loyer en bail d'habitation. Vous avez votre quartier qui flambe. Je prends l'exemple de Paris, un quartier qui devient un peu stylé. Ce quartier-là, à l'époque, il valait pas grand-chose. Ben, votre locataire, il est là depuis 10 ans, vous pouvez pas bouger. Il est là depuis 20 ans, vous avez que votre loyer plus votre indexation. Sauf que parfois, vous partez tellement bas que vous rattraperez jamais la valeur locative. Et donc, vous courez sans arrêt après une chimère. Vous dire, mais c'est pas possible, le voisin à côté, il loue 4 000 euros par mois, moi je loue 1 000. Ben, tant pis. Et donc, alors qu'en commercial, vous pouvez dire, dès le même locataire, dès 3 ans, dire, stop, la situation, quand je t'ai donné en 2016, quand je t'ai loué le local, était une chose. Aujourd'hui, elle est différente en 3, 4, 5 ans. Après, ça peut être plus que 3. C'est minimum 3, mais ça peut être plus que 3. Quand il veut, en cours de bail, moi j'estime, parce que voilà, j'ai un expert qui me dit que ça vaut tant. La valeur locative aujourd'hui, on parle en valeur annuelle, c'est 60 000 euros annuels. Quand à l'époque, quand je te l'ai loué, c'était 35 000. Donc, je demande, parce qu'il y a eu une modification, le terme c'est modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Par exemple, voilà, comme je dis, les grandes enseignes, une rue piétonne, une sortie de tramway, je sais pas moi, un arrêt de bus devant, une piste cyclable qui permet, je sais pas moi, enfin,
tout ce qui peut apporter des éléments favorables au commerce. La modification doit avoir elle-même entraîné plus de 10% de valeur locative d'augmentation. Donc j'ai par exemple 40 000 euros de loyer annuel qui sont payés dans ce local-là. Maintenant, on estime la valeur à 60 000. J'ai bien une augmentation supérieure à 10%. En réalité, si elle est inférieure à 10%, ça ne vaut pas forcément le coup de faire une procédure. Quand on voit le temps que ça passe, les frais d'expertise, puis d'avocat, puis d'huissier, pas forcément très pertinent. Mais voilà, pour brosser un petit peu le tableau. Donc, il faut bien une modification des facteurs locaux de commercialité, en justifié, une augmentation qui entraîne plus de 10% de variation du loyer, mais généralement, ça va avec, puisque s'il y a une modification, le loyer, il a augmenté généralement de plus. Et dernier point, et là, il est un peu plus délicat à démontrer, il faut avoir une incidence sur le commerce considéré. Ça, c'est le terme qui est dit dans le code de commerce. Une influence sur le commerce considéré. Donc, exemple, j'ai un magasin, moi, je sais pas, j'ai une boulangerie, il y a plein de boîtes de nuit qui se sont montées autour. Je peux avoir le quartier plus dynamique. Si ma boulangerie, elle ouvre à 10h du matin, alors en l'occurrence, la boulangerie avec la boîte de nuit, ça peut marcher parce que quand ils sortent bourrés à 5h, ils peuvent y aller. Bon, alors disons que j'ai un restaurant un peu chic, très chic, et il y a énormément de boîtes de nuit, c'est devenu la nouvelle rue branchée. Est-ce que mon restaurant chic, le fait qu'il y ait des boîtes de nuit avec des fêtards ou autres, est-ce que ça va vraiment être influent sur le commerce? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut même faire fuir des gens? Parfois, ça peut faire l'effet inverse. Voilà. Donc, il faut le démontrer. Ce n'est pas toujours évident. Et dans le cas inverse d'ailleurs, le locataire a un levier? Alors, moi, j'ai déjà fait à Paris. C'était un dossier qui était rue de Rennes, à Paris. Alors, il faut savoir que rue de Rennes et rue de Rivoli, qui sont quand même des grandes rues, qui étaient ultra prisées avant, aujourd'hui sont complètement en train de s'effondrer parce qu'en fait, ils ont des valeurs qui sont démentielles et ça suit plus. C'est très difficile de se rendre dans le centre de Paris. Rue de Rivoli, tout est à une voie maintenant, donc c'est un boxon monstre. Avant, les gens se mettaient en double fil, ils faisaient un achat ou autre. Donc, c'est vraiment deux rues qui sont sinistrées aujourd'hui. Donc, il y a des locataires qui disent bon, ben moi, j'ai loué sur la base de je sais pas, alors le rue de Rivoli, ça va plutôt être rue de Rennes, on était, je crois, 400 000 annuels, un truc comme ça, c'était énorme. 400 000 annuels, et on fait une valorisation d'experts, on tombe sur 250 000. Et donc là, on a une variation de 10%. Donc, dans l'autre sens, on ne dit pas qu'il faut que la modification soit que à la hausse, ça peut être à la baisse. OK. Donc là, tu as joué, tu as perdu, quoi. Bon, après, voilà. Mais en tout cas, pour le locataire, on peut le faire. Moi, ça m'est arrivé une fois de le faire côté locataire. Et donc, on peut le faire en cours de bail. Donc, la rue, elle devient moins bien. Ça, c'est un danger pour le bail commercial, effectivement. Mais c'est quand même très rare en pratique. Voilà, il faut quand même se dire que c'est 90% de procédures qui sont plutôt à l'initiative du bailleur parce que le commerce a bénéficié d'une hausse des facteurs locaux de Mais commercialité. si clairement tu es bailleur, que tu fais la démarche et que l'expertise, du coup, elle va à contrario de ce que tu as fait, toi, comment ça se passe? Parce que L'intelligence, c'est de faire son expertise avant de lancer la procédure. C'est-à-dire qu'on fait notre expertise, on voit, encore une fois, exemple. oui, mais le locataire peut faire une contre-experte. Non, parce qu'il ne le sait pas. Tu fais ton expertise sans qu'il le sache. Il ne le sait pas. Tu l'as fait sans procédure, sans rien. Tu sollicites un expert. Bon, c'est quand même entre 2 500 et 3 000 euros, hein, c'est quand même un coût, mais il y a une expertise derrière. Il vous rend un module avec tous les comparatifs, tous les modèles, etc. Tout, vraiment, c'est toujours très, très bien fait. En tout cas, les experts avec qui je travaille font un super boulot. Et il vous rend on va dire un document de 50-60 pages avec tout détaillé, pourquoi, comment on arrive à telle valeur locative. Et donc, on voit. Avec ça, on sait si on peut y aller ou si on n'y va pas. Et d'ailleurs, très souvent, on n'y va pas. Parce que parfois, le bailleur, ouais, c'est génial, etc. Ça va augmenter. Moi, je sais parce que j'ai eu tel. Bon, l'expert nous rend son rapport. Si on est tout juste au-dessus des 10, peut-être pas y aller. Parce que c'est pas pertinent, parce que ça va coûter très cher. Donc bon, on a fait notre expertise sans qu'il sache, parce qu'en réalité, il n'est pas obligé d'aller dans les locaux. Il suffit simplement de regarder la rue, d'aller interroger les commerçants autour, d'aller regarder au tribunal les décisions qui ont été rendues sur le quartier similaire. C'est ça, c'est surtout ça l'expertise, de s'imprégner des politiques de la ville ou autre. Il n'a pas forcément besoin d'aller dans le magasin, parce que c'est pas vraiment le magasin lui-même. Il peut même rentrer limite en tant que client, sans dire qu'il est expert, parce que le but, effectivement, c'est pas de le tenir informé. Après, on juge de la pertinence si on y va ou pas. On a notre expertise, on lance la procédure ou on la lance pas. Et moi, je dis toujours à mes clients, si c'est pas pertinent, on le fait pas. Je n'engage pas des frais pour vous. Enfin, en tout cas, vous allez devoir engager des frais si ça n'a pas de sens derrière. Moi, je veux toujours que mon client gagne plus que ce que je lui coûte. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. J'estime que l'intervention, elle n'est pas intéressante. Donc, si c'est pas intéressant, on n'y va pas. Et je le déconseille. Après, des clients qui disent, on y va quand même, on y va quand même. Mais je les ai prévenus. Voilà. Moi, je veux toujours être très réglo avec mes clients en leur disant à l'avance, il y a quand même des chances de succès, il y a quand même des chances qui sont amoindries là. Je vous indique tel et tel problème. On en avait parlé dans un précédent podcast, qui a été le pourcentage de gains ou de victoires, de défaites. Et en réalité, il n'y a pas toujours gain ou victoire. Parfois, c'est surtout la pertinence d'une telle procédure aussi. Est-ce que, bon, ok, j'y vais, mais si j'augmente de 10%, mais que j'ai un loyer à 30 000 annuels, que j'arrive à avoir un loyer à 35 000, bon, ok, tu vas gagner 5 000 euros en plus par an, c'est bien, mais que tu en as pour 10 000 euros de procédure et que ça va durer 4 ans
et que c'est du stress et que tu n'es même pas sûr du résultat, c'est un peu léger quand même. Donc on le fait généralement sur des plus gros montants. Quand on a un loyer annuel à au moins 60-70 000 euros annuels de loyer, ça permet quand même d'avoir une assise. Quand on a une augmentation de plus de 10%, de rentrer dans ses frais d'expertise, d'avocat, de perte de temps, de stress, de gestion, etc. Ouais, ouais, OK. Bon, en tout cas, ça c'est un point super intéressant, le point 11. La révision en cours de bail, elle existe. Ça marche pas tout le temps, c'est particulier. Mais en tout cas, si vous estimez que votre local il est dans une rue où depuis, il se passe des meilleures choses, il y a des éléments favorables au commerce et favorables à ce qu'on appelle les facteurs locaux de commercialité, une meilleure dynamique, rapprochez-vous d'un professionnel et vous évaluerez ensemble s'il est intéressant ou non de le faire. Parce que si vous faites gagner à votre locataire, moi je sais pas, 10-15 000 euros par an et sur 6 ans, votre client est content, hein, pas de problème. Hein. Et après, vos honoraires, enfin, les honoraires d'avocat ou les honoraires d'expert passent très bien, il n'y a aucun problème. Moi, c'est ce que j'estime. Voilà, moi, je fais bien mon boulot quand j'ai fait plus gagner à mon client que ce que je lui ai coûté. Sinon, j'estime que mon boulot, ou en cas que je lui ai fait économiser, si c'est dans le cadre de quelque chose qu'il doit payer, si je lui ai fait économiser plus que ce que mon intervention a entraîné. Sinon, mon boulot, quelque part, je me sens un peu inutile. Bien que j'ai travaillé, mais voilà, l'idée. Alors après, la première notion, la deuxième notion qui existe, c'est la procédure de renouvellement, qui est sensiblement similaire, mais qui est différente, puisque ce n'est pas déjà le même nom, ce n'est pas au même moment. Le renouvellement, comme son nom l'indique, c'est à la fin du bail, lorsqu'on renouvelle. Dans la croyance des gens, même énormément d'avocats, hein, quand on ne fait pas cette matière-là, moi, le premier, quand j'ai découvert cette matière, j'ai débuté, j'étais en stage, on m'a parlé de ça, je ne connaissais pas. Pour moi, le bail, quand il se finit, un nouveau qui repart, et puis repart sur 9 ans, etc. Le bail commercial, ce n'est pas la règle qu'on a dans le bail d'habitation. Bail d'habitation, j'arrive à la fin du bail, je repars, par exemple, si c'est 1 an, je repars pour 1 an, et puis etc. Comme ça, tous les ans, ce qu'on appelle une reconduction tacite. Là, c'est une prolongation tacite. C'est-à-dire, en gros, c'est le même bail qui se prolonge. Donc, j'ai un bail, je suis rentré le 1er janvier 2010, je dois sortir le 31 décembre 2018, j'ai toujours l'erreur, oui, voilà, c'est ça, je dois sortir le 31 décembre 2018. Si le 1er janvier 2019, c'est rien passé, le même bail continue, j'ai toujours le même bail. Pourquoi je précise ça? Peut être très intéressant pour le bailleur de jouer la montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout des 12 ans, s'il se passe 12 ans sans qu'il y ait un renouvellement, donc je suis rentré en 2010, j'arrive en 2022, plus un jour, je peux dire, voilà, maintenant je vous donne le renouvellement, mais j'ai un déplafonnement de droit. Qu'est-ce que c'est le déplafonnement? Il y a un plafonnement du loyer, je reprends j'essaie de faire simple parce que c'est pas toujours évident, hein. J'essaie de faire le plus pédagogique possible. Le loyer commercial est plafonné, c'est-à-dire j'ai mon loyer initial, on va prendre un chiffron 10 000 euros par mois, même si c'est pas tous les locaux, je sais, mais c'est pour faire rond. 10 000 euros par mois, j'ai l'indexation de 3%, donc j'augmente de 300 euros. Donc j'ai mon 10 300. L'année d'après, j'ai 3%, encore d'augmentation, j'ai 10 300 plus 3%, ainsi de suite jusqu'à la fin des 9 ans. À la fin, grosso modo, on arrive à 12 000 et quelques. Okay. En fonction de l'indexation, bien sûr. J'arrive à 12 000. Donc, normalement, j'ai un plafonnement du loyer. Ça, c'est la règle. C'est-à-dire, loyer plus indexation. Et tous les ans, j'ai mon pourcentage sur mon nouveau chiffre. Et puis, ça s'indexe comme ça, ad vitam aeternam, très bien. La procédure de renouvellement, à la fin des 9 ans, je suis en capacité de demander, enfin de proposer le renouvellement à de nouvelles conditions. D'accord? Pour le bailleur, soit je renouvelle, soit je donne congé. Mais si je donne congé, c'est moyennant une indemnité d'éviction. On va passer ce sujet-là, il est particulier. Donc je renouvelle. Je dis à mon locataire, voilà, je vous octroie le bénéfice du renouvellement. Mais vous payez 100 000 euros annuels de loyer. Maintenant, moi, j'estime que c'est 150 000 euros annuels. J'ai peut-être pris mon expert ou je le fais comme ça au doigt mouillé, je bluffe, je fais ce que je veux. Le locataire peut répondre, peut ne pas répondre. S'il ne répond pas, je ne sais plus les délais en tête parce qu'il y en a plein, mais je crois que c'est dans les 2 mois, je crois, ou 1 mois. Bon, peu importe, en tout cas, ce n'est pas forcément très pertinent. C'est indiqué dans l'acte, de toute façon, qui propose le renouvellement. Généralement, on le fait par huissier. Au moins, on est tranquille au niveau de la date de réception. Donc, je propose le renouvellement. S'il ne répond pas, le renouvellement est réputé avoir été accepté, mais pas le loyer. Le loyer, il faut en discuter, il faut tomber d'accord. Si on ne tombe pas d'accord, j'ai 2 ans à compter de la demande, de la date de réception de ma demande. J'ai envoyé mon congé, il a dérivé le 5 janvier 2022, on a pris l'exemple 2022, chez mon locataire. Il ne répond pas, personne ne répond. Au bout de 2 ans et 1 jour, donc le 6 janvier 2024, le bail est renouvelé aux mêmes clauses et conditions. Il ne s'est rien passé. J'ai un bail qui est renouvelé à la date de 2022, mais il repart sur 9 ans, même clauses et conditions avec mon plafond. Si il répond et qu'il n'est pas d'accord, j'ai 2 ans pour faire cette procédure.
Et même s'il ne répond pas, j'ai 2 ans pour faire cette procédure. Très important parce que si on ne la fait pas, prescription, c'est biennal, donc 2 ans en commercial, et c'est terminé. Donc on peut plus rien faire. Donc j'essaie d'être encore. Donc j'arrive à ma procédure de renouvellement, je lui dis voilà, c'est 150 000, c'est plus 100 000. Il me répond ouais, moi c'est plutôt 120 000. Bon, on négocie, on tombe un accord, très bien. On refait un nouveau bail et on part sur une base très saine et on repart sur un nouveau bail. Généralement, on ne tombe pas d'accord parce que le locataire, il n'a pas très envie de payer beaucoup plus. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, on va devoir aller en procédure. On n'a que 2 ans, il faut aller vite. Il y a toute une procédure particulière. Il faut faire mémoire, dans le juge des loyers commerciaux. Je passe les détails, c'est particulier. Professionnel, il saura le faire. On oublie ça, il faut rapprochez-vous d'un professionnel. Donc, procédure, généralement, on fait désigner un expert indépendant, judiciaire, désigné par le tribunal, qui n'est pas payé par les parties. Enfin, il est payé par la partie qui demande, mais via le tribunal, donc il n'est pas rémunéré en tout cas par la partie. L'expert rend un rapport. Généralement, le juge, après on commente, on critique le rapport, on dit non mais c'est plus pour telle et telle raison. L'avocat adverse va dire non c'est moins pour telle et telle raison. Évidemment, chacun va défendre son client. Et après, le tribunal statue généralement sur la base du rapport, mais le tribunal a toute liberté pour dire maintenant c'est plus ou c'est moins. Généralement, on reste sur la base du rapport parce que on fait désigner un expert et que le juge, il est capable de juger sur énormément de points, mais il n'est pas forcément expert commercial sur telle rue. Et donc, il va plutôt se fier au rapport d'expert qui, lui, est impartial comparé aux 2 avocats qui, eux, le sont un peu plus parce que forcément, ils défendent les intérêts de leurs clients. Ils sont quelque part un peu plus de mauvaise foi, bien que, on ne doit pas l'être déontologiquement parlant, mais on défend les intérêts de nos clients. Donc, on est partial, naturellement. Donc, le juge, généralement, se range. Mais si on soulève un argument qui est pertinent, qui va à l'encontre de ce que l'expert a retenu, le juge peut très bien le retenir aussi. Donc, on défend notre bistec là. Et quand le juge rend la décision, il dit bah voilà, finalement, je fixe le loyer à. Finalement, c'est pas 150 comme demandé, c'est 125. Moi, j'ai quand même gagné 25 000 par an sur 9 ans. Et c'est pas à la fin de la procédure, c'est à la date d'effet du renouvellement. Donc, si j'ai fait ma demande, parce que si l'effet du renouvellement, c'est 1er janvier 2022, et quand on finit la procédure, ce qui est le cas très souvent en 2026, il me doit quand même les 4 ans d'augmentation. Et donc là, c'est intéressant, parce que là, il a le couteau sous la gorge, le locataire. Donc, il est intéressant. Alors, il y a une limite, parce que ce serait trop facile sinon, il y a le plafonnement du déplafonnement. Ça veut dire que si je déplafonne le loyer, il y a le plafonnement, c'est 10% d'augmentation maximum par an. Si le juge rend une décision en disant c'est 125 000 et plus 100 000, j'ai quand même 25% d'augmentation. Je ne pourrais pas avoir 125 000 toute la première année. Je vais faire 110 la première, l'année d'après 121 et encore l'année d'après 125. Et voilà, enfin, j'arriverai à mes 125. La règle, c'est le plafonnement. Quand j'arrive à la fin des 9 ans, si je ne perds pas, hein, c'est bon. Tu me dis, donc j'arrive à la fin des 9 ans. La règle, c'est le plafonnement. Je renouvelle aux mêmes clauses et conditions. Si je veux jouer le petit malin, j'attends les 12 ans. Parfois, il ne se passe rien. Et au bout des 12 ans, là, je demande le renouvellement. Et là, c'est déplafonné de droit. C'est super. Généralement, la valeur locative au bout de 12 ans, elle est bien plus élevée que ce qui était initialement. Donc ça, c'est très intéressant. Si je veux renouveler tout de suite parce que j'ai pas envie de m'embêter ou autre, et que j'estime que dès maintenant, je peux obtenir un loyer plus haut, parce que c'est là aussi la stratégie intéressante. J'arrive au bout des 9 ans, je peux avoir un loyer beaucoup plus haut. Je peux avoir 125 000 au lieu de 100 000. Bon, je me dis, bon, c'est pas 25 000 fois 3, parce qu'il faut attendre les 12 ans. 25 000 de plus parce qu'il y a les 10%. Mais donc 10 000, 11 000 et l'année d'après encore et 25 000. Donc je calcule si je peux toucher 40 000 de plus. Est-ce que c'est pas plus utile de commencer dès maintenant ou d'attendre les 12 ans? Mais si je fais maintenant la procédure au bout des 9 ans, il faut que j'ai des motifs de le faire pour déplafonner. Au bout de 12 ans, c'est de fait. C'est un déplafonnement automatique, c'est à la valeur locative. On désigne un expert, l'expert rend sa valeur locative, on critique, on commente le rapport, etc. Mais le juge, il statue sur la base de cette expertise, après évidemment, et des avis des avocats, mais il dit, bah voilà, déplafonnement de droit. Donc, voilà, maintenant la valeur locative s'étend et s'étend. Point. Si au bout des 9 ans, j'ai rien, moi, je jouerai la montre. Parce que de toute façon, si je sens qu'il n'y a pas eu de facteurs locaux de commercialité qui ont explosé, qui ont permis une augmentation du commerce, comme on a pu le voir sur la révision, j'ai pas d'intérêt manifeste, je demande rien, je laisse le bail courir. J'arrive aux 12 ans, 12 ans et un jour, là j'ai le déplafonnement et là c'est intéressant. Si maintenant je pense en stratégie que j'ai les modifications des facteurs locaux de commercialité, que j'ai des motifs de déplafonnement, et c'est en cela que l'intervention d'un expert est importante, si j'ai des motifs de déplafonnement, alors je vais dès la fin des 9 ans demander le déplafonnement. Pour moi, voilà, en termes de stratégie, c'est comme ça plutôt qu'il faudrait regarder. Vu que tu parles de période de 9 ans, de période triennale aussi, de renouvellement, etc., est-ce que tu peux nous indiquer qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant que propriétaire bailleur tous les 3 ans par rapport à ce qu'on peut faire à 9 ans? Et là, tu viens de nous expliquer ce qu'on peut faire aussi à 12 ans. À 12 ans, en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a un déplafonnement automatique à 12 ans, hein, c'est les textes. Donc, de droit, il est comme ça. En fait, en réalité, l'idée, c'est qu'il faut responsabiliser le locataire et pas attendre comme ça que le bail traîne et qu'il sollicite son renouvellement. Donc, s'il ne le sollicite pas, c'est réglé. Sur le 369,
c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais en réalité, c'est surtout une faculté pour le locataire. Donc en fait, les 3 à 6, 9, les périodes triennales, elles servent pour la révision, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que si ça fait pas 3 ans que ça a été renouvelé ou révisé, je peux demander en cours de bail, tous les 3 ans, je peux demander la révision du loyer et donc une augmentation, ou si je suis locataire, une baisse du loyer, en fonction de l'activité et du commerce autour, enfin des alentours et des facteurs locaux de commercialité. Révision, ne pas confondre avec réindexation. L'indexation, c'est annuel, c'est comme ça. L'indexation, elle est claire. Et c'est pour ça que, je précise bien. J'ai fait quelques articles sur Ludic qui sont des flops totaux parce que en fait, tout le monde s'en fout. Ça fait vraiment des flops, hein. Ouais, pourtant c'est important. Non, mais c'est important. C'est comme la différence entre caution et dépôt de garantie. Tout le monde dit tu prends une caution alors que c'est un dépôt de garantie en fait. On est d'accord. Et les termes sont très importants. La révision, c'est en cours de bail. J'estime qu'il y a des facteurs locaux de commercialité qui ont augmenté, que mon commerce a bénéficié de cette hausse-là. Enfin, que mon locataire, via son commerce, bénéficie de cette hausse-là. Donc, je demande, j'attends pas la fin de la demande, je demande tout de suite que mon loyer soit augmenté. À compter de ma demande jusqu'à la fin du bail. Voilà. Ça, c'est la révision. L'indexation, elle est automatique. J'ai un indice, généralement l'ILC. J'ai un indice. L'indice, il augmente de 3 points, de 3%. J'augmente mon loyer de 3%. On fait un produit en croix. C'est pas plus compliqué. Généralement, dans un bail bien rédigé, l'indexation est automatique. Étant automatique, elle se fait toute seule. Enfin, si on a une agence de gestion, elle le fait. Si on est soi-même en perso, il faut y penser. Si on n'y pense pas, on peut le rattraper. Donc, c'est quand même bien l'avantage du commercial par rapport à l'habitation. Voilà, ça, c'est l'indexation. Et après, le renouvellement, c'est à la fin des 9 ans. Sauf si j'ai un bail, par exemple, si j'ai un bail de 12 ans, hein, on peut faire. Le bail minimum, c'est 9 ans. Généralement, les baux, ils sont de 9 ans. Mais on peut très bien faire des baux de 20 ans, hein. Le minimum, il n'y a pas de maximum. Donc, à la fin des 9 ans, je parle en général, on fait la procédure de renouvellement à condition qu'il y ait des motifs de déplafonnement qui sont la hausse des facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire on reprend les mêmes paramètres que la révision, la bouche de tramway, les commerces à côté qui ont bénéficié. Par exemple, à Bordeaux, j'avais un dossier à Bordeaux où il y avait eu le conseil général, il y avait la grande maison du département, de la région, un truc énorme qui s'était monté à côté du commerce. Je défendais un locataire cette fois, il faisait des sushis et en gros, le bailleur nous disait, regardez, grâce à la maison de la région, etc., il y a 4000 personnes, c'est un truc énorme, qui viennent travailler là tous les jours. Vous êtes juste à côté, ça n'existait pas avant quand vous êtes venu. Depuis, il y a une hausse énorme pour vous parce que la rue, en plus, il y a plein de commerces de bouche qui sont montés aussi autour. Parce qu'évidemment, il fallait nourrir tous ces gens le midi. Vous en avez forcément bénéficié. Ça avait été retenu par le juge. J'avais réussi à amoindrir parce qu'en fait, j'avais dit oui, mais attention, c'est des fonctionnaires et ils ont une. Il y avait 4 cantines, j'avais réussi à trouver, il y avait 4 cantines dans la maison du département, de la région, enfin c'était un truc assez énorme, et j'avais réussi à avoir une attestation comme quoi les prix étaient genre 2 ou 3 euros le repas, et que moi, l'enseigne de sushi en question, c'était une enseigne de sushi assez luxueuse, et qui n'était pas forcément, en tout cas pour des fonctionnaires, je ne sais pas une critique de fonctionnaires, mais j'imagine qu'ils avaient un salaire qui était grosso modo un pouvoir d'achat peut-être entre 1500 et 3 000 à 4 000 euros. On ne peut pas manger tous les jours là-bas parce que le plateau repas minimum, c'était 30 euros, quoi. 25-30 balles. Donc, ils mangent peut-être une fois par mois, 2 fois par mois. J'ai du mal à croire beaucoup plus. Et surtout quand ils ont une cantine à 2-3 euros, il y en avait 4. Avec 4 justement cuisines un peu différentes. Donc ça avait été un petit peu atténué. Ils avaient reconnu la hausse des facteurs locaux de commercialité parce que c'était indéniable. Cet immeuble apportait, et en plus les commerces autour avaient apporté de la valeur ajoutée à cette rue qui était une rue qui était un peu quelconque, mais pas dans les proportions que ce que le bailleur demandait, parce que j'ai réussi sur le point des restos d'entreprise, c'est-à-dire pas tant que ça. Oui, mais pas tant que ça. Donc voilà, donc par exemple, on prend la procédure de renouvellement, et le renouvellement, il doit y avoir des motifs de déplafonnement. Sinon, c'est pas la peine. On renouvelle, et puis c'est tout. Mais quel est l'intérêt de renouveler pour le bailleur s'il n'y a pas de motif de déplafonnement? Moi, je serais d'avis d'attendre, sauf si le locataire sollicite le renouvellement, et quel cas, il faut se positionner. Mais s'il ne le sollicite pas, on fait le mort, on attend, et au bout des 12 ans, on sollicite le renouvellement avec des plafonnements. Je vais faire un petit récap si tu veux bien, des intitulés des points. Alors on a en 1, rendement supérieur. En 2, moins de risque d'impayé. Point 3, plus de stabilité et de continuité. Point 4, gestion locative facilitée. Point 5, concurrence moindre sur le marché. Mais attention, il y a quand même des gros poids lourds aussi. C'est pour ça, en fait, plutôt sur le marché, on va dire secondaire. Point 6, charges refacturées. Donc toutes les charges que tu peux avoir sont refacturées. Donc ton rendement net, on l'a dit en introduction de l'épisode, ton rendement net est plutôt corrélé à ton rendement brut, on va dire. Et juste un point, je reprends juste sur tu me disais le corrélé, même sur les travaux, j'ai oublié d'en parler, même sur les travaux, un local commercial, un 4 murs blancs et un sol, ça suffit, puisque de toute façon, ils vont faire des travaux, les locataires. Donc, c'est à prendre en compte. On ne va pas tout refaire comme dans l'habitation où on a beaucoup de travaux. Alors, ça peut être une stratégie fiscale de faire des travaux,
valoriser le bien et derrière les déduire, ça pourquoi pas. Mais en tout cas, dans le commercial, on a quand même moins d'embêtement parce qu'il n'y a pas à faire les travaux. Parfois, on ne connaît pas d'artisan ou pas de sérieux. Et en fait, vous le louez en l'état. De toute façon, ils vont faire des travaux dedans. Donc, il y a quand même moins de difficultés. État des lieux d'entrée et de sortie, il est plus facile aussi à faire parce que de toute façon, le repreneur, celui qui arrive derrière, il s'en fiche de savoir qu'il y a un beau parquet et un truc. Peut-être que lui, il a sa charte graphique, sa charte commerciale ou sa franchise, ça va être de mettre un carrelage noir. Et donc, même s'il y a un beau parquet en pointe de Hongrie, en bois de je sais pas quoi, il va quand même l'enlever, enfin, ou mettre au-dessus. Donc en fait, ça sert à rien il n'y a pas de travaux aussi, quasi pas. Donc en plus du rendement net sur les charges derrière à refacturer, il n'y a aussi pas de coût de travaux. On a toujours sur de l'habitation un coût de peinture, un parquet, remettre des interrupteurs, remettre des prises, etc. Truc un peu joli. Là, en l'occurrence, même on laisse les prises à nu. De toute façon, ils vont mettre des interrupteurs exprès ou des boîtiers de prises qui seront à leur image, quoi. Donc même ça, ils retouchent. Il y a quand même un sujet là-dessus, tu vois, Rudy, qui est, je pense, important là-dessus. C'est par exemple qui est responsable du plafond coupe-feu si tu as de l'habitation au-dessus, tu vois. Donc la réglementation dit il te faut un plafond coup-de-feu, c'est obligatoire quand tu as un local commercial. Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est le bailleur ou le locataire? Pour moi, ce serait bailleur. Après, à voir, mais voir la jurisprudence. Mais là, comme ça, encore une fois, je prends toujours des réserves parce que ça sert à rien d'être trop péremptoire. Sur ce sujet, en l'occurrence, il m'apparaît que ce serait au bailleur. À vérifier, mais il m'apparaît de manière assez certaine que soit le bailleur, ça me paraît de la grosse structure. Donc, gros travaux, bailleur. Mais bon, voilà, bon, tu as pris un exemple volontairement. Ouais, si tu loues un truc tout nu, tu vois, que l'immeuble est tout nu, tu loues un truc tout nu et le locataire se fait ses travaux et qui fait pas de coupe-feu. Ça, c'est à toi. Après, ça, en tant que professionnel, tu dois savoir ce que tu loues. Donc, à un moment, il faut savoir aussi à quoi tu t'engages. Donc, ça, pour le coup, il faut le vérifier. Encore une fois, par exemple, accompagné d'un professionnel. Mais un bon agent immobilier, un bon notaire, un bon avocat va lui en parler. En tout cas, à mon avis, il me semble que c'est à la charge du bailleur. Là, tu as pris un exemple volontairement pour me, pour me challenger. Mais comme je te disais, je parle vraiment de l'exemple du brut. Un local commercial, 4 murs blancs, même s'il y a un peu les murs qui sont pas humides, de toute façon, il va refaire une peinture, il va faire un enduit, il va refaire des sols, il va refaire de l'électricité, il va tout refaire. Donc, c'est pas. Il y a moins de travaux. Voilà. En tout cas, pour la baisse des charges et pour l'augmentation de la rentabilité, il faut aussi prendre le coût de travaux. Le coût de travaux, il est quasiment nul dans le cadre de local commercial. Très clair. J'avais dit le point 7, pas d'encadrement des loyers. Bon, ça, on l'a vu, c'est clair. Il a été capé en 2022-2023, mais généralement, Oui, mais c'est pas un encadrement, c'est-à-dire que c'est pas une limite au mètre c'est carré. ça. C'est pas un encadrement sur une relocation, c'est plus un encadrement dans l'indexation. Voilà, mais c'est assez rare en commercial, c'est pour ça que je le souligne. Mais bon, en tout cas, on reloue à la valeur locative. Un locataire s'en va, je peux louer beaucoup plus cher. J'ai pas cette difficulté-là. Ok. Point 8, expulsion facilitée. Bon, on l'a vu, Plus hein. courte et il n'y a pas de trêve hivernale. Et le préfet qui est moins. Et même le juge, il a beaucoup moins de difficultés à expulser une société qu'une famille qui va venir. Parce que j'ai le cas dans l'habitation, la famille qui vient avec le bébé sous le bras, parce que l'avocat n'est pas obligatoire en habitation, il l'est en commercial. Dans l'habitation, il n'est pas obligatoire. Donc ils viennent sans avocat, avec le bébé sous le bras, la poussette, ils viennent en pleurant misère. Et le juge, il reste quand même un minimum sensible à ce genre d'argument. Ça reste un être humain et vous avez plus de mal que de toute façon s'il vient sans avocat il peut pas parler, le juge ne laisse pas parler en commercial. Donc s'il parle pas, il y a que votre position, le juge il expulse, on n'en parle plus. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc une expulsion qui est vraiment facilitée sur tout point, délai raccourci, juge plus enclin à autoriser une expulsion et préfet qui autorise plus la concours de la force publique parce qu'il n'y a pas à reloger et il n'y a pas de trêve hivernale. Point 9, possibilité de pas de porte. Donc on l'a vu, de plus en plus rare, mais le bailleur pourrait facturer sur un local vacant et vide un pas de porte. Et prime à droit d'entrée, le fait de passer le pas de la porte, c'est tout simplement le terme. On l'a vu, à ne pas confondre avec le droit au bail. Voilà, le droit au bail, c'est le locataire qui le vend pour avoir le droit justement au bail, mais techniquement, on est censé avoir cédé. Nous, on a déjà pris notre argent sur le pas de porte, on va pas prendre l'argent aussi sur le droit au bail. Deuxième chose importante, c'est que là où c'est intéressant, faire payer une indemnité de déspécialisation si la personne qui acquiert le bail veut faire une activité différente de celle qui était déjà exercée. Donc là, pour le coup, on peut refacturer à l'aller et au retour. C'était le point 10, valorisation de déspécialisation. Hein. Très clair. Point 11, révision. Voilà, donc en cours de bail, on a en possibilité d'augmenter, si, sous certaines conditions, les facteurs locaux de commercialité ont augmenté et que ça a une incidence sur le commerce considéré, et qu'en plus on a 10% d'augmentation du loyer, de la valeur locative par rapport au loyer payé, on y va. Et donc ça permet d'avoir une augmentation même en cours de bail. Et point 12, le renouvellement. Si on a des facteurs locaux de commercialité à la fin des 9 ans, si c'est 9 ans le bail, on va prendre une base de 9 ans, à la fin des 9 ans, si j'estime que la valeur locative est bien plus haute parce que j'ai des facteurs locaux de commercialité qui ont augmenté et qui ont permis une meilleure valorisation du fonds de commerce, alors je fais une procédure de renouvellement sur la base d'un nouveau prix, évidemment qui sera statué à dire d'expert, et puis devant le juge naturellement, mais on peut en tenter une procédure. Et encore une fois, stratégiquement, si on n'estime pas qu'il y a une si forte augmentation ou que le déplafonnement n'est pas certain au bout des 9 ans, l'idée c'est d'attendre les 12 ans pour le propriétaire
et au 12 ans et un jour, de faire la demande de renouvellement qui là sera déplafonnée de droit. OK, ça c'était le point 12. Effectivement, en 13e point, qui me semble d'ailleurs plus important en termes de priorité, tu l'as cité, c'est la prise en charge de quasi tous les travaux de la part du locataire. Ça me paraît très très important. Bon, ça influe notamment sur le rendement à terme. Et je mettrais un bonus, moi, tu vois, qui est intéressant parce qu'en fait, il y a plein de petits avantages dans, on va dire, les lignes d'avantage, dans ces 13 points ou 12-13 points. C'est la modularité des échéances de règlement, ce que tu peux pas trop faire au final en habitation, mais tu peux dire, grosso modo, payez-moi à tous les trimestres, payez-moi à un an J'ai d'avance. vu un bail, moi, paiement un an d'avance. Payez tout en janvier. Donc même en termes de trésor, même tout bête, hein, on le met sur un livret A, 3%, on prend donc 3% en plus du loyer. Voilà, un truc tout bête. Hein. Voilà. Exactement. Et puis ça permet, alors évidemment, si on est vraiment investisseur, on va pas le mettre sur un livret A. Ça permet d'avoir du cash pour faire d'autres OP. Si on attend tous les mois, c'est moins bien. On peut faire un virement automatique aussi, si ça c'est important, qu'on peut pas faire en habitation. Donc il y a quand même un intérêt particulier aussi là-dedans pour être un peu plus safe. Et puis même pour ça automatiquement, pour éviter à chaque fois d'envoyer. Puis bon, même en termes de gestion, quittance, il vaut mieux faire une quittance par trimestre. La vie d'échéance, c'est quittance par trimestre que par Bien mois. sûr. Donc en habitation, voilà, ça fait partie aussi de la gestion simplifiée. En tout cas, merci Rudy, c'était très très clair. Il y a plein d'autres sujets que j'aurais aimé traiter avec toi, mais là, tu vois, déjà, je vais être obligé de couper les capsules en trois. C'est très clair, en tout cas assez exhaustif, même si tu dis on aurait pu mettre d'autres points. J'aurais aimé parler avec toi de plein d'autres sujets, dont notamment qui peut résilier le bail, quand et comment, tu vois, côté bailleur, comment, côté locataire, etc. Faire un point là-dessus. Ce sera, je pense, voilà, une petite capsule là-dessus. Et puis aussi sur les capsules de réindexation des loyers, notamment sur l'habitation. Là, on fera une capsule indexation certainement des loyers sur l'habitation, parce que c'est important de savoir ce que tu peux faire, pas faire, comment tu peux le faire, qu'est-ce que tu peux rattraper, pas rattraper, puisque même si on l'a vu, il y a des avantages à faire du local commercial, on a quand même beaucoup notre audience qui fait de l'habitation, et donc répondre à cette question. D'ailleurs, on n'a pas parlé des Les inconvénients. inconvénients en deux mots. En deux mots, les inconvénients, c'est la vacance locative. Clairement, il est beaucoup plus difficile de trouver un locataire que, bon, à part encore une fois, si on est sur de l'emplacement numéro un, qu'il est un peu plus délicat d'en trouver un. C'est vraiment pour moi l'inconvénient majeur. Parce que l'habitation, les gens ont toujours besoin de se loger. Le commerce, il y a beaucoup de gens qui disent, alors moi, c'est pas forcément mon avis, mais beaucoup de gens le disent et ça s'entend, que le commerce est de plus en plus mort, que Amazon, que Uber Eats et compagnie. Les gens vont moins au restaurant, vont moins au cinéma, ils vont moins acheter, etc. Ils achètent tout, ils sont tout livrés. Donc il y a moins besoin de boutiques. Moi, je fais plutôt le contre-pied en disant qu'il y a plus besoin de boutiques parce qu'aujourd'hui, on limite de plus en plus les voitures et que le modèle hypermarché où on fait 25 minutes de route pour aller dans des zones qui sont hyper moches, en bordure de ville et où on garde notre voiture, c'est de moins en moins le cas. Les gens ont de moins en moins de voitures hein, parce que ça coûte cher, parce que on s'en sert moins, parce qu'on peut aller travailler en transport en commun pour ceux qui habitent en ville. Donc, on a moins de voitures et donc on va relocaliser, à mon avis, de plus en plus vers les centres parce qu'on se balade dans des modes de déplacement qui sont plus délicats, trottinette, vélo, à pied même parfois. Donc honnêtement, je pense qu'on va relocaliser de plus en plus. Je prends l'exemple de Nice, il y a Ikea qui s'est basé en centre-ville à un moment, là maintenant qui s'est remis en bordure de ville, mais qui a été en centre-ville parce que justement il y avait besoin. Ubaldi, qui est une grande enseigne d'électroménager, qui était tout le temps en extérieur de ville, qui s'est mis place Masséna, c'est-à-dire la place centrale de Nice. Et Leroy Merlin, par exemple, pareil, qui était à 30 minutes de Nice, vraiment sur la route des montagnes, hein, vers la route du ski, s'est mis maintenant en plein cœur de Nice aussi parce que les gens ils vont pas rouler 2 heures pour aller acheter des choses. Donc voilà, donc il y a une relocalisation aussi des grandes enseignes. Decathlon s'est mis aussi en centre-ville alors qu'il était pareil sur la même route que Leroy Merlin à Nice. Donc voilà, il y a quand même pas mal de grandes enseignes qui reviennent vers le centre. Moi, je pense qu'il y aura toujours besoin de commerce et que même il y a les dark stores qui étaient des locaux qui étaient complètement utilisés, qui sont utilisés pour les cuisines, etc. Donc il y aura toujours besoin. Il y a Chine qui a monté des boutiques. Il y a la maison du Bitcoin qui est quand même quelque chose de purement immatériel qui a monté une boutique à Paris qui est dans le Sentier, que j'avais visité d'ailleurs à l'époque où j'étais dans les startups, etc. Donc voilà, pour dire que quand même, il y a toujours des besoins de commerce. Et à mon avis, il y aura toujours des commerces qui s'installent. Donc c'est pas perdu, mais c'est un sujet. Beaucoup de gens disent le commerce va s'effondrer, donc attention, etc. Donc les deux gros inconvénients, c'est cela. Merci pour ta vision là-dessus. En tout cas, c'est très intéressant. On va clôturer cette série de capsules, du coup, qu'on va, qu'on a découpé sur les avantages du bail commercial et de faire de l'investissement dans les locaux commerciaux. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de locaux commerciaux, mais on peut parler de bureaux, on peut parler d'entrepôt logistique, hein, ce qui va avec ce que tu disais de l'e-commerce, etc. Mais on s'arrêtera là parce que sinon, on n'en finit pas. Du coup, merci encore, Rudy. Si on veut te contacter, on a de toute façon toutes les infos sur la description de l'épisode. Tu peux, tu le disais, intervenir sur toute la France. Voilà. Et puis, on voit que tu es quand même bien au fait de ton sujet. Donc, c'est très intéressant parce que tu es spécialisé là-dessus. C'est ce que tu disais dans ta présentation, que j'invite à écouter ou à réécouter. En tout cas, j'invite tout le monde à le faire si jamais vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Rudy. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, Rudy? Tout simplement, n'hésitez pas, réfléchissez bien, entourez-vous de professionnels et honnêtement, foncez quoi. C'est un investissement parmi d'autres, pas mettre tous les œufs dans le même panier.
qui peut être très intéressant, donc pensez-y. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux aussi à nous écouter chaque mercredi, chaque dimanche et puis aussi bientôt chaque vendredi ou de temps en temps le vendredi pour des épisodes hors série. Voilà, je fais un peu teasing. Merci à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.